Imaginez ceci, vous êtes un sénateur romain distingué, l'un des hommes les plus respectés de l'Empire. Votre nom de famille remonte à plusieurs générations. Votre toge porte la bande pourpre de la noblesse. Et vous avez passé des décennies à servir Rome avec honneur. Ce soir, vous avez reçu une invitation en or pour dîner avec l'empereur lui-même. Un honneur qui devrait vous emplir de fierté. Mais tandis que vous gravissez les marches de marbre du palais du Mont Palatin, votre estomac se tord d'angoisse. Les gardes, à l'entrée, évitent votre regard. Ils savent ce qui vous attend, et leur silence en dit long. Le parfum d'un encens coûteux ne parvient pas à masquer une autre odeur. Celle de la peur, épaisse et suffocante dans l'air. Vous entrez dans la grande salle où des dizaines de membres de l'élite romaine sont déjà rassemblés. Des sénateurs, leurs épouses, des marchands fortunés, des commandants militaires, tous debout dans un silence mal à l'aise. Puis vous l'entendez, le bruit de pas résonnant dans le couloir, accompagné d'un rire maniaque qui glace votre sang. L'empereur Caligula fait son entrée, vêtu de soie scintillant comme de l'or liquide, les yeux brillants d'une intensité troublante. Il balaie la salle du regard, tel un prédateur observant ses proies, puis frappe des mains avec un plaisir théâtral. « Mes chers amis », déclare-t-il, sa voix résonnant contre les murs de marbre, « ce soir, nous découvrirons qui parmi vous aime vraiment son empereur. Ce soir, nous verrons jusqu'où vous irez pour prouver votre loyauté. » Ce qui suit brisera toutes les limites de la décence romaine, transformant les salles sacrées du pouvoir en une scène pour les plus sombres désirs de l'empereur. C'est l'histoire de la façon dont la folie d'un seul homme corrompit tout un empire et de la manière dont le pouvoir absolu devint la corruption absolue. Avant de plonger dans ces récits oubliés de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous m'écoutez. Je trouve extraordinaire que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis différentes parties du monde, unis à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé, pour comprendre comment l'homme, le plus puissant du monde, a pu transformer son palais en un repère de débauche sexuelle et de torture psychologique. Il faut d'abord comprendre comment Caligula est devenu empereur. Né sous le nom de Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus en l'an 12 de notre ère, il gagna son surnom de Caligula, qui signifie « petite botte ». Lorsqu'enfant, il accompagnait son père Germanicus lors de campagnes militaires, vêtu d'un uniforme miniature qui charmant les légions. Mais l'enfance, pour un membre de la famille impériale, n'avait rien d'innocent. À l'âge de 7 ans, Caligula avait déjà été témoin de la mort mystérieuse de son père, peut-être empoisonné sur ordre de l'empereur Tibère. Il vit sa mère, Agrippine l'aînée, et ses frères disparaître tour à tour dans l'exil, l'emprisonnement, puis la mort, victime des machinations paranoïaques de la politique impériale. Imaginez être un enfant et savoir qu'à tout moment, un coup frappé à votre porte pourrait être le dernier. Caligula apprit à survivre dans un monde où montrer sa faiblesse signifiait mourir, où la confiance était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Il devint un maître de la dissimulation, se présentant comme inoffensif, tandis que sa famille était systématiquement détruite autour de lui. Ce traumatisme précoce se manifesta plus tard par un besoin compulsif de dominer et d'humilier les autres, en particulier ceux qui lui rappelaient les structures de pouvoir qui avaient terrorisé sa jeunesse. Lorsque Tibère mourut enfin, en 37 après J. Bacée, le peuple romain accueillit le jeune Caligula, âgé de 24 ans, comme empereur avec une joie sincère. Voici le fils du bien-aimé Germanicus, l'enfant qui avait autrefois charmé les armées. Rome avait souffert durant des décennies sous le règne paranoïaque et reclus de Tibère. Le peuple était prêt pour un dirigeant jeune, quelqu'un qui promettait un retour au jour glorieux. Pendant 7 mois, Caligula sembla être tout ce qu'ils avaient espéré. Il rappela les exilés politiques, accorda de généreuses primes à la garde prétorienne et organisa des jeux publics spectaculaires. Le peuple l'adorait, mais quelque chose changea. Quelque chose qui allait transformer le palais impérial, jadis centre du gouvernement, en un terrain de jeu pour les fantasmes sexuels les plus tordus de l'empereur. À la fin de l'an 37 après J.C., Caligula tomba gravement malade d'une fièvre cérébrale si intense que, selon les sources antiques, elle paralysa tout l'empire. Pendant plusieurs jours, il oscilla entre la vie et la mort, tandis que Rome retenait son souffle, priant pour la guérison de son jeune empereur. Certains historiens pensent que cette maladie provoqua des lésions cérébrales permanentes, tandis que d'autres estiment qu'elle ne fit que lever le mince voile de raison qui retenait ses pulsions les plus sombres. Lorsqu'il se rétablit, ceux qui l'entouraient remarquèrent immédiatement le changement.
Le jeune homme, autrefois mesuré et sage, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui semblait avoir perdu tout lien avec la réalité ou toute distinction entre le sacré et le profane, entre l'acceptable et l'impensable. La transformation ne fut pas immédiatement visible du public. Elle commença par de petites choses, des dépenses excessives, des comportements étranges lors de réunions privées, des décisions de plus en plus erratiques. Mais derrière les portes closes du palais impérial, un changement bien plus sombre se produisait. Caligula avait découvert quelque chose au bord de la mort. La réalisation enivrante que, en tant qu'empereur, il pouvait littéralement tout faire à n'importe qui, et que personne ne pouvait l'en empêcher. Le personnel du palais fut le premier à être témoin de cette métamorphose. Les serviteurs qui avaient longtemps servi la famille impériale se retrouvèrent, soudain soumis aux caprices étranges et aux exigences sexuelles de l'empereur. Les jeunes esclaves masculins étaient particulièrement vulnérables. Caligula les convoquait dans ses appartements privés et les forçait à participer à des actes qui violaient toutes les notions de dignité romaine. Mais ce furent les servantes qui souffrirent le plus. Les sources antiques, écrites dans le langage prudent de leur époque, décrivent comment l'empereur errait la nuit dans les couloirs du palais, choisissant au hasard des femmes pour assouvir ses désirs. Ce n'étaient pas des rencontres consenties, mais des actes de domination pure, destinés à rappeler à tous son pouvoir absolu sur son entourage. Les appétits de Caligula ne se limitaient pas aux serviteurs. Il commença à inviter les épouses de sénateurs et d'autres hauts fonctionnaires à des audiences privées, prétendant vouloir discuter de la carrière de leur mari ou d'affaires familiales. Ces femmes, élevées dans la stricte morale de l'aristocratie romaine, se retrouvaient piégées dans des situations où refuser les avances de l'empereur signifiait la mort, non seulement pour elles, mais pour toute leur famille. Un récit particulièrement glaçant décrit comment Caligula obligeait ses femmes à se déshabiller et à accomplir divers actes sexuels sous ses yeux, assis sur son trône, parfois en faisant venir plusieurs femmes à la fois pour rivaliser entre elles afin d'attirer son attention. La torture psychologique était aussi calculée que les abus physiques. Ces matrones romaines, autrefois respectées dans tout l'Empire, furent réduites à l'état de jouets sexuels pour le divertissement de l'empereur. Ce qui rendait la transformation du palais par Caligula particulièrement terrifiante, ce n'était pas seulement la dépravation sexuelle en soi, mais la manière méthodique dont il utilisait le sexe comme une arme pour détruire l'ordre social roman. Il avait compris qu'en forçant les citoyens les plus respectés de l'Empire à participer à ou à assister à des scènes d'humiliation sexuelle, il pouvait briser leur esprit plus sûrement que par n'importe quelle torture. L'empereur commença à organiser des dîners somptueux qui débutaient comme de simples rassemblements mondains, mais dégénéraient inévitablement en orgies. Il invitait les sénateurs ainsi que leurs épouses et leurs filles, maintenant au début l'apparence d'un divertissement civilisé. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, l'empereur commençait à formuler des exigences de plus en plus inappropriées. « Sénateur Marcus, » disait Caligula d'un ton désinvolte, comme s'il demandait simplement plus de vin, « votre épouse a de si beaux yeux. Je me demande à quoi ils ressembleraient lorsqu'elle serait à genoux devant moi. » Le sénateur devait rester silencieux, sachant que la moindre protestation entraînerait l'exécution de toute sa famille. Pendant ce temps, son épouse était contrainte de se soumettre à tout acte sexuel exigé par l'empereur, souvent sous les yeux horrifiés de son mari et de ses enfants. Les dommages psychologiques infligés à ces familles étaient souvent irréparables. Des mariages détruits, des enfants traumatisés, des lignées romaines fières, réduites à de simples instruments, du plaisir pervers de l'empereur. Caligula prenait un plaisir particulier à forcer les sénateurs à regarder leurs épouses, subir ces humiliations sexuelles. Il faisait disposer les sièges de manière à ce que les maris aient une vue parfaite de leurs femmes contraintes d'accomplir des actes oraux ou des rapports avec l'empereur lui-même ou avec des partenaires qu'il avait désignés. Les visages des hommes, mélange de rage, d'impuissance et de honte, semblaient procurer à Caligula autant de satisfaction que les actes eux-mêmes. Le complexe du palais impérial sur le mont Palatin fut physiquement modifié pour répondre aux fantasmes sexuels de plus en plus élaborés de Caligula. Il fit aménager des salles spéciales conçues pour des activités de groupe, dotées de dispositifs scéniques et d'espaces d'observation. Des fragments architecturaux antiques suggèrent l'existence de pièces où le mobilier traditionnel avait été remplacé par des divans disposés en cercle, permettant une visibilité maximale des actes depuis plusieurs angles. Selon certains récits anciens, une salle aurait été aménagée à la manière d'un petit amphithéâtre,
avec des gradins surélevés autour d'un espace central où l'empereur mettait en scène des spectacles sexuels. Il y contraignait des ennemis capturés, des esclaves et parfois même des citoyens romains à accomplir divers actes sous les yeux de sénateurs et de leurs familles, obligés d'observer et d'applaudir. La chambre impériale, quant à elle, devint une source particulière de terreur pour les habitants du palais. Contrairement aux appartements privés de ses prédécesseurs, la chambre de Caligula comportait des zones d'observation et plusieurs entrées, lui permettant d'y faire venir des spectateurs pour assister à ses ébats. Il semblait tirer autant de plaisir à être observé qu'à agir lui-même, transformant l'acte sexuel en démonstration publique de son pouvoir absolu. Caligula établit également ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'un véritable bordel à l'intérieur même du palais, tenu par les épouses et filles de sénateurs tombés en disgrâce. Ces femmes étaient forcées de satisfaire non seulement l'empereur, mais aussi ses invités, des dignitaires étrangers, et parfois même des soldats ordinaires, dans un but d'humiliation totale. L'empereur supervisait souvent ces activités en personne, donnant des commentaires et des instructions comme un metteur en scène dirigeant une pièce de théâtre. Mais le plus choquant de tout fut sans doute la manière dont Caligula intégra la dégradation sexuelle aux cérémonies religieuses et politiques qui formaient le socle de la civilisation romaine. Les rituels traditionnels, autrefois empreints de solennité, devinrent des occasions d'humiliation publique. Lors des séances formelles du Sénat, l'empereur exigeait parfois que les épouses des sénateurs accomplissent des services sexuels pendant que leurs maris traitèrent des affaires d'État. L'acte sacré de gouverner devint indissociable de la dégradation sexuelle. Les décisions les plus importantes de Rome étaient prises tandis que les hommes les plus puissants de l'Empire étaient contraints d'assister à l'abus de leur propre famille. Les cérémonies religieuses furent corrompues de la même manière. Caligula, se déclarant divin, exigeait que les rituels incluent des actes sexuels accomplis en son honneur. Des prêtresses ayant fait vœu de chasteté furent forcées d'avoir des rapports publics dans le cadre des cérémonies. Les fêtes religieuses traditionnelles se transformèrent en orgies élaborées, impliquant malgré eux des membres des familles nobles de Rome. Les cérémonies de mariage de l'empereur devinrent particulièrement tristement célèbres. Il se maria et divorça à plusieurs reprises, souvent en l'espace de quelques jours, utilisant chaque union comme une occasion d'humilier sexuellement la famille de la mariée. Un récit raconte qu'il força le père d'une jeune épouse à assister à la consommation du mariage devant l'ensemble des invités, transformant l'acte sacré de l'union en une démonstration publique de conquête. Les appétits sexuels de Caligula n'étaient pas seulement une question de gratification personnelle, ils devinrent une forme de terreur économique contre les familles riches de Rome. L'empereur repérait les épouses et les filles les plus belles des citoyens fortunés, puis exigeait d'avoir accès à elles en échange de la sécurité et de la prospérité continue de leur famille. Cela créa un marché grotesque où les nobles romains furent contraints d'offrir leurs parentes comme paiement pour obtenir la faveur politique ou simplement pour survivre. Les familles recevaient des invitations pour que leurs femmes participent à des audiences privées avec l'empereur, sachant parfaitement ce que cela impliquait, mais incapables de refuser sans risquer de tout perdre. L'empereur établit même un système de taxation officiel fondé sur les services sexuels. Les familles aisées étaient tenues de fournir leurs femmes, pour des périodes déterminées, de service au palais, la durée et la fréquence étant fixées en fonction de leur statut financier. Ce n'était pas de la prostitution au sens traditionnel du terme. C'était une forme d'esclavage sexuel imposé aux classes les plus privilégiées de l'Empire, une démonstration du pouvoir impérial absolu. Les femmes qui tentaient de résister ou de fuir ces obligations subissaient des punitions terrifiantes. Certaines furent forcées de se livrer à des actes sexuels publics servant de divertissement lors des jeux de gladiateurs. D'autres furent vendues dans de véritables maisons closes, dépouillées de leur statut noble et contraintes de satisfaire des soldats ou des esclaves. Le message était clair. Personne, quelle que soit sa naissance ou sa position, n'échappait à la portée sexuelle de l'empereur. L'impact sur les femmes forcées de participer à ce théâtre sexuel fut dévastateur et durable. Ces femmes avaient été élevées selon les stricts codes moraux de l'aristocratie romaine, apprenant que leur vertu était leur bien le plus précieux et que leur devoir principal était envers leur famille et l'Empire. Se retrouver soudain réduite à l'état d'objet sexuel pour le divertissement de l'empereur provoqua un traumatisme psychologique qui dépassait largement les abus physiques. Beaucoup furent contraintes d'accomplir
Des actes qui violaient non seulement leur dignité personnelle, mais aussi leurs convictions religieuses les plus profondes. Le décalage entre leur éducation et leur participation, forcée à la dégradation sexuelle, entraîna, souvent, des effondrements psychologiques complets. Certaines tentèrent de se suicider plutôt que de se soumettre aux exigences de l'empereur. Mais Caligula avait anticipé cette réaction. Les familles des femmes suicidées étaient punies collectivement, parfois exécutées, parfois ruinées financièrement, leurs lignées entières anéanties. Cela créa une situation où les femmes se retrouvaient piégées entre leur honneur personnel et leurs devoirs envers leur famille, sans aucune issue qui n'entraîne pas de conséquences dévastatrices. L'empereur semblait prendre un plaisir particulier à briser la volonté des femmes qui résistaient à ses avances. Il les soumettait à des humiliations sexuelles de plus en plus dégradantes jusqu'à ce qu'elles cèdent complètement, leur résistance écrasée par l'application implacable du pouvoir impérial. Ces femmes brisées étaient ensuite utilisées comme exemple pour intimider les autres. Leur soumission totale servait d'avertissement sur ce qui arrivait à celles qui défiaient la volonté de l'empereur. Peut-être encore plus dévastante, psychologiquement, fut la complicité forcée des hommes romains dans la dégradation sexuelle de leur propre famille. Les sénateurs et autres hauts fonctionnaires n'étaient pas de simples témoins passifs des abus infligés à leurs épouses et à leurs filles. Ils étaient souvent contraints de participer activement à l'organisation et à la facilitation de ces rencontres. Caligula exigeait que les pères livrent eux-mêmes leurs filles à ces appartements, que les maris préparent leurs épouses aux relations sexuelles, ou que les frères aident à retenir leurs sœurs lors d'activités de groupe. Cette participation forcée engendra un niveau de traumatisme psychologique dépassant la simple observation. Ces hommes devinrent, malgré eux, complices de la destruction morale de leur propre famille. L'empereur comprenait que, en les rendant responsables de ce qu'ils étaient contraints de faire, il annihilait leur sens de l'honneur et leur dignité personnelle. Le sénateur qui avait été forcé de collaborer à l'humiliation de son épouse ne pouvait plus jamais inspirer le même respect au Sénat romain. Son autorité était à jamais compromise par cette participation imposée. Certains hommes tentèrent de résister, refusant de présenter leurs proches féminines au rassemblement du palais, mais Caligula avait anticipé cette opposition. Les familles qui refusaient d'obéir aux ordres impériaux étaient punies sans délai, souvent publiquement, pour servir d'exemple. Le choix était cruel, se soumettre ou affronter la destruction totale. Ce climat de terreur toucha toutes les sphères de la société romaine, y compris les enfants des familles nobles, qui furent exposés à des scènes et à des comportements d'une extrême brutalité morale. Les sources anciennes, bien que prudentes dans leur description, indiquent que ces jeunes témoins furent profondément marqués par ce qu'ils virent au palais. Certains grandirent dans la confusion et la peur, incapables de reconstruire une vision saine de la société et de leurs valeurs. Leur innocence fut brisée par l'abus de pouvoir qui régnait autour d'eux. Les séquelles psychologiques furent durables. Beaucoup de ces enfants, devenus adultes, eurent du mal à établir des relations équilibrées. Leur perception du pouvoir, de la loyauté et de la morale demeura altérée par leur enfance passée dans l'environnement corrompu du palais impérial. D'autres, ayant grandi dans ce système déformé, reproduisirent les mêmes comportements autoritaires et cruels une fois parvenus à des positions d'influence. Caligula semblait comprendre que cette corruption morale, transmise à la génération suivante, garantirait la survie de son influence bien après sa mort. Au fur et à mesure que son règne avançait, Caligula transforma ses pratiques en un culte pseudo-religieux centré sur sa personne. Il se proclama Dieu vivant et imposa que certaines cérémonies soient présentées comme des rites sacrés en son honneur. Ce n'était pas seulement un acte de folie, c'était une tentative stratégique pour donner une légitimité spirituelle à son autorité absolue. Des temples furent installés à l'intérieur du complexe impérial, où les citoyens étaient obligés de démontrer leur dévotion à l'empereur sous forme de cérémonies rituelles. Ces pratiques n'étaient pas volontaires. Elles étaient imposées à ceux qui cherchaient à obtenir les faveurs impériales ou à éviter la colère du souverain. L'empereur organisa des cérémonies élaborées avec des codes précis et des éléments symboliques. Ces rituels étaient censés représenter une communion avec le divin et une preuve de loyauté envers le pouvoir suprême. Cette structure religieuse offrait à Caligula un prétexte pour justifier ses excès. Même les actions les plus controversées étaient présentées comme des devoirs religieux et non comme des caprices personnels. À travers ce culte impérial, il transforma sa domination politique en une forme de servitude spirituelle, faisant de l'Empire romain non seulement une machine d'obéissance,
mais aussi un théâtre de dévotion forcée. Sous le règne de Caligula, la corruption du pouvoir s'étendit bien au-delà des murs du palais. Les gouverneurs provinciaux, les commandants militaires et les représentants impériaux furent encouragés à imiter les pratiques du souverain, créant un système d'exploitation généralisé à travers tout l'Empire. Ces fonctionnaires savaient que leur avenir dépendait de leur soumission totale à la volonté impériale. Ils rivalisaient d'imagination pour plaire à l'empereur, envoyant à Rome des rapports détaillant leur innovation dans l'art d'humilier leurs subordonnés. L'administration romaine se transforma en un réseau de peur, où la domination et la terreur psychologique devinrent des instruments de gouvernement. Dans les provinces, les populations vivaient dans la crainte constante de voir leurs proches tomber sous la coupe des représentants impériaux. Les femmes en particulier comprirent que leur sécurité dépendait du bon vouloir des puissants. Cette peur collective s'installa profondément dans la société romaine. Ce climat de terreur devint l'un des symboles du règne de Caligula, laissant des cicatrices morales et psychologiques qui marqueraient Rome pendant des générations. Vers l'an 40 de notre ère, les excès de l'empereur atteignirent un point de non-retour. Les banquets du palais, autrefois politiques, se transformèrent en spectacles dégradants destinés à démontrer sa toute-puissance. Dans les derniers mois de sa vie, Caligula organisa des mises en scène gigantesques où le pouvoir impérial se mêlait à l'humiliation publique. Ces représentations n'étaient plus de simples divertissements, mais de véritables démonstrations de domination absolue. Il cherchait à prouver que l'autorité impériale pouvait écraser toutes les valeurs morales de Rome. Le point de rupture fut atteint lorsque Caligula annonça son intention de faire de ces pratiques une religion d'État. Tous, les citoyens romains, auraient été contraints de participer à des rituels symbolisant leur loyauté envers l'empereur Dieu. C'est cette menace qui poussa enfin la conspiration à passer à l'action. Le 24 janvier de l'an 41, Caligula fut assassiné dans les couloirs souterrains de son propre palais par des membres de la garde prétorienne. Parmi les conspirateurs, plusieurs avaient personnellement souffert de ses abus et cherchaient vengeance autant que justice. Lorsque Claude lui succéda, il dut affronter l'héritage d'un règne marqué par la peur et la perversion du pouvoir. Le palais impérial portait encore les traces matérielles des crimes commis, pièces secrètes, archives compromettantes et objets symboliques témoignant d'une époque d'humiliation. Beaucoup de ces preuves furent discrètement détruites, non pour honorer la mémoire du tyran, mais pour protéger les victimes et leurs familles. Les salles furent scellées, les fresques effacées, comme si Rome voulait effacer de sa pierre la honte de ce qu'elle avait subi. Les historiens antiques, bien qu'ils aient relaté les faits, utilisèrent un langage codé pour dissimuler l'ampleur du désastre. Par respect pour les victimes, ou par peur du scandale, ils préférèrent le silence à la vérité nue. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe de Caligula, avoir réduit tout un empire au silence par la terreur et la honte. Le système social romain, avec son insistance sur l'honneur et la réputation familiale, rendait presque impossible pour les survivants de parler ouvertement de leur expérience sans risquer de perdre ce qui restait de leur statut social. Les femmes victimes des abus de l'empereur se heurtaient à une société qui les blâmait malgré elles. Les hommes qui avaient été contraints d'observer l'humiliation de leurs épouses ne pouvaient évoquer ces événements sans admettre leur propre impuissance et complicité. Les enfants témoins ou victimes de tels abus portèrent souvent ce traumatisme en silence tout au long de leur vie. Cette conspiration du silence signifie que l'ampleur réelle des crimes sexuels de Caligula pourrait ne jamais être entièrement connue. Les familles détruites par ces abus avaient toutes les raisons de cacher leurs expériences. Les récits historiques, limités par les conventions sociales de l'époque, n'offraient qu'une description partielle de ces événements. Cette discrétion empêcha de nombreuses victimes d'obtenir justice ou même une reconnaissance de leurs souffrances. Les crimes sexuels commis dans le palais de Caligula eurent des conséquences bien au-delà de ces 4 années de règne. Le traumatisme psychologique infligé à l'élite romaine engendra des patterns de dysfonctionnement générationnels qui affectèrent la société romaine pendant des décennies. Les enfants exposés à ces abus grandirent avec une compréhension profondément altérée de la sexualité, du pouvoir et des relations humaines. Beaucoup devinrent eux-mêmes auteurs d'abus, incapables de distinguer une expression sexuelle normale des pratiques abusives qu'ils avaient vues dans leur enfance. D'autres redevinrent victimes, leur traumatisme les rendant vulnérables à de nouvelles formes d'exploitation. Les familles ayant survécu au règne de Caligula restèrent marquées à jamais par ces expériences. Les mariages brisés par les humiliations sexuelles forcées ne se rétablirent jamais,
et les enfants élevés dans un environnement de terreur sexuelle eurent du mal à nouer des relations saines à l'âge adulte. Le tissu social de l'aristocratie romaine fut durablement affecté par les abus systématiques infligés à ses membres les plus en vue. Plus important encore, le terrorisme sexuel de Caligula établit des modèles d'abus impérial qui réapparurent tout au long de l'histoire romaine. Les empereurs suivants, bien que peut-être moins extrêmes, comprirent que l'exploitation sexuelle était un outil puissant pour maintenir le contrôle et éliminer l'opposition politique. Aujourd'hui, les touristes visitent les ruines du Palatin, admirant les vestiges de la grandeur impériale sans percevoir pleinement les horreurs qui se déroulèrent derrière ces murs. Effondrés, les sols de marbre, autrefois témoins des cris et des sanglots des victimes, accueillent maintenant des visites guidées et des conférences sur l'architecture romaine antique. Pourtant, si l'on sait où regarder, les traces persistent. Des fondations ayant soutenu des salles conçues pour l'abus, des systèmes d'évacuation qui emportèrent des preuves, des passages souterrains, où les victimes attendaient d'être convoquées auprès de l'empereur. Les fantômes des victimes de Caligula hantent encore ces ruines. L'épouse d'un sénateur qui se suicida plutôt que de subir une nouvelle nuit impériale. Le garçon de 10 ans qui vit sa mère être humiliée, la matrone romaine fière contrainte de travailler dans le bordel du palais. Leurs histoires furent volontairement effacées de l'histoire, mais leurs souffrances restent gravées dans la pierre. La transformation du palais impérial en théâtre de l'horreur sexuelle dura moins de 4 ans, mais son impact résonna à travers l'histoire romaine et continue d'émouvoir aujourd'hui. Les crimes de l'empereur nous rappellent que l'abus sexuel a toujours été une arme privilégiée pour ceux qui cherchent à dominer et contrôler autrui, et que les systèmes les plus élaborés de civilisation peuvent être corrompus par des individus qui ne reconnaissent aucune limite à l'exercice de leur pouvoir. Le palais n'est plus qu'une ruine, mais ses leçons demeurent. L'exploitation systématique des plus vulnérables par ceux qui détiennent l'autorité n'est pas un vestige de la barbarie antique. C'est un schéma qui se répète chaque fois que des êtres humains se voient conférer un pouvoir absolu sur d'autres et choisissent de l'utiliser pour le mal. La seule différence entre le terrorisme sexuel de Caligula et les abus modernes réside dans l'échelle et la documentation. Les dynamiques fondamentales de pouvoir, de contrôle et d'exploitation sexuelle restent, à travers les siècles, troublantes de constance. En fin de compte, l'empereur qui transforma son palais en orgie laissa derrière lui plus que des survivants, traumatisés et un chaos politique. Il créa un modèle de terrorisme sexuel qui serait étudié et parfois imité par les tyrans à travers l'histoire. Son héritage ne s'écrit pas dans le marbre ou le bronze, mais dans les cicatrices psychologiques transmises à travers des générations de victimes, rappelant que les pires crimes sont souvent ceux qui détruisent non seulement les corps, mais aussi les âmes.